du PURS qui se déploie sur le terrain actuellement et à son premier secrétaire et bien entendu à vos millions de téléspectateurs qui suivent cette émission inédite. Je dis, fais un clin d'œil à mes copanélistes avec lesquels nous aurons l'opportunité d'échanger sur les thématiques qui nous réunissent ce soir. Alors, je rappelle que le PUR, c'est un parti d'opposition camerounais proche du peuple, engagé sur les questions de gouvernance et d'éthique politique. Effectivement, la gouvernance et l'éthique politique, mais plus en profondeur sur des questions de souveraineté et d'identité pour retrouver notre indépendance. Celle, n'est-ce pas, que nous avons actuellement n'est que de façade et nous comptons travailler d'arrache-pied pour prendre les rênes de cette nation et faire asseoir une véritable identité camerounaise qui sera dénudée de concepts ojulatistes qui nous maintient dans le paternalisme politique. Merci Madame Albertine Matomba, bienvenue encore une fois de plus. Merci. Alors de l'autre côté, nous avons Monsieur Jean-Claude Youth qui est communicant également du cadre, on va le dire, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en abrégé RDPC. Bienvenue Monsieur Jean-Claude Youth. Bonsoir Madame Julie P. Bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir également aux millions de téléspectateurs de l'info, c'est clair. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, fidèle à ses engagements, nous sommes partout où besoin se fait pour porter la voix de notre champion, celle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et effectivement, le jeu démocratique qui est en train de se dérouler en ce moment, tout ceci est à l'actif du président de la République, son excellence M. Paul Biya, qui a bien voulu que nous ayons de la démocratie, et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lui, est préparé pour la victoire et pour la gagne. D'accord. Alors nous allons également aller un peu du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du côté du Bénin, pour prendre Monsieur Souleymane Hamzat. Monsieur Souleymane Hamzat qui est en direct avec nous. Bonsoir Monsieur Souleymane. Oui. Hamzat. Vous me recevez? Monsieur Souleymane Hamzat. Allô? Vous m'écoutez? Est-ce que vous me recevez? Oui, je vous écoute. Vous êtes, on va dire, consultant international en problématique du terrorisme et spécialisé dans les questions de protection et de sécurité. Bienvenue sur l'émission L'Info c'est clair. Bonsoir Madame P, bonsoir à vos copanélistes, bonsoir à la galaxie patriotique panafricaine, bonsoir, un grand bonjour au PDG de votre chaîne. Alors, on va vous garder en ligne, juste le temps pour nous de prendre cet élément vidéo qui a été réalisé par notre équipe sur le terrain et nous revenons juste après pour l'ouverture du débat. Le processus électoral en vue de la présidentielle au Cameroun est en marche depuis la convocation le 11 juillet dernier du corps électoral. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir la première candidature déposée, en l'occurrence celle de Bertin Kissop du parti Force Sociale Justice. Ce dossier n'a donc été validé qu'après vérification des pièces, conformément aux dispositions légales. Il en sera ainsi pour tout autre candidat depuis celui du RDPC jusqu'à un éventuel indépendant. Voilà qui va sur une période de 10 jours après la convocation du corps électoral, refermer ce chapitre qui, il faut bien le préciser, est celui du dépôt des candidats pour la candidature. Le deuxième rideau sera ouvert en vue de la candidature pour la présidentielle, mais non sans censurer des premiers dépôts qui ne répondront pas à toutes les conditions requises, admettant à figurer sur un bulletin de vote dûment validé par l'organe en charge de la gestion des élections. Seront donc passés au peigne fin la caution, 300 signatures et la conformité obligatoire légale pour le cas des candidats investis sous d'autres bannières que les leurs d'origine, entre autres.
Les candidats recalés devront faire un dernier recours auprès du Conseil constitutionnel qui décidera du sort final de ces derniers. Il se trouve en définitive qu'un candidat à la candidature pour la présidentielle n'est à cette date pas encore candidat définitif pour l'élection présidentielle. Merci à l'équipe de la rédaction pour ces images. On va le dire que cette semaine encore, les dépôts de candidatures se sont intensifiés au sein des l'ECAM. Et on va le dire, à ce jour, nous sommes à 31e candidatures qui ont déjà été enregistrées pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Mais ce soir, il y a une candidature qui nous intéresse particulièrement, c'est celle de Maurice Kamto, déposée non pas sous l'étiquette du MRC, mais sous l'étiquette, on va dire, du Manidem. Alors, qui lors de sa conférence qu'il a donnée hier, c'était samedi 19 juillet, il a été très clair sur les raisons de son choix, en déclarant d'ailleurs qu'il a adressé au MRC sa lettre de démission le 25 juin et que 2 jours après, il a intégré le Manidem, c'est-à-dire le 27 juin 2025, avec lequel il était déjà en discussion. Il a même profité également pour présenter, voilà, donc le président du MRC qui est, on va le dire, Mamadou Mota. Voilà donc. Alors je vais me tourner vers vous, monsieur Jean-Claude Youth. Vous représentez, on va le dire, le parti au pouvoir, RDPC. Certains voient l'opinion publique voit dans cette recomposition une preuve que l'opposition se cherche encore. D'autres y lisent une tentative de contourner les règles. Alors, est-ce que pour vous, cette candidature sous bannière Manidem crédibilise ou décrédibilise Maurice Kamto concernant la présidentielle de 2025? Il faudrait que nous soyons d'abord tout à fait clairs. Oui. Nous, Rassemblement démocratique peuple camerounais, nous avons déposé notre candidature. Nous attendons que le Conseil constitutionnel puisse confirmer toutes les candidatures et nous prendrons acte de qui sera en face de nous. C'est ce qui est important. Mais si nous devions commenter tout au moins sur l'actualité, nous dirons que pour nous, les CAM et le Conseil constitutionnel sont aguerris à la lecture de la loi. Et ils sauront exactement quoi faire. Parce qu'en réalité, si nous nous mettons, on a eu le temps où ils nous ont imposé un certain nombre de débats, des mandats impératifs, on n'ira pas aux élections, on ira, et ainsi de suite. Nous, le peuple camerounais d'opinion nationale et internationale constate tout simplement que celui qui se présentait comme le président national du MRC, à peu près une parole de girouette. Aujourd'hui, on a ceci, demain, on a autre chose. Nous prenons acte tout simplement. Nous constatons que même lorsqu'on il nous dit, c'est lui qui dit qu'il avait déjà démissionné du MRC, mais vous constatez qu'en date du 14 juillet, une requête a été introduite au niveau du Conseil constitutionnel par rapport à la convocation du corps électoral, signée par qui, et ainsi de suite. Donc, c'est des incongruités quand même que nous, Rassemblement démocratique peuple camerounais, nous observons à distance et puis nous nous disons, mais finalement, peut-être que la honte ne signifie plus rien pour certains. L'essentiel est juste de pouvoir y figurer, mais ce n'est pas forcément peut-être dans l'esprit de la gagne. Parce qu'en réalité, on nous a présenté les uns comme les papes du droit. Les papes du droit qui savaient de quoi il s'agissait. En 2020, lui-même, il avait dit qu'il savait naturellement que les MRC ne pouvaient pas. Mais ils nous ont imposé un débat, mandat impératif, nul, et ainsi de suite. Le pauvre Lavoisier, aujourd'hui, qui a rejoint les rangs du MRC après avoir démissionné au SDF, lui qui se disait qu'il est déjà un élu sous la bannière du MRC, je ne sais pas par quelle élection, aujourd'hui, il est en train de vouloir peut-être augmenter, allonger la longue liste des déçus de ce parti, tel que Michel Ndoki, tel que c'est Saint-Germain et consorts. Mais pourquoi même nous concentrer sur
ce qui ne nous intéresse pas. Parlant de candidature, au sein du RDPC également, vous avez enregistré 2 candidatures, celle du président Paul Biya et celle de Monsieur Teller Onana. C'est pas nous qui avons enregistré 2 candidatures. Et l'ECAM? Et l'ECAM a enregistré 2 candidatures. Oui. Si nous devrions tout simplement, sans toutefois avoir besoin même de guider ou bien de dire ou d'influer sur quoi que ce soit, au sens des tests de base de notre parti, oui. Il faut, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir la qualité de président national du parti. Et ensuite, lorsque vous êtes donc président national du parti, au sens de nos tests, à l'article 27, alinéa 3, c'est là où vous êtes le candidat tout à fait naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce que de l'autre côté, ce camarade a la qualité de président national du parti? Je pense lui-même, il en appelait à d'autres, à ce président national pour la convocation d'un congrès. Oui. Donc à partir de ce moment, il reconnaissait qu'il n'avait pas la qualité de candidat. Donc pour nous, c'est un non-événement en réalité. Parce que tant que vous n'êtes pas, ou bien, sauf si lui-même peut-être, il doit commencer à se présenter comme président national du RDPC, et de là, il sera candidat au sens du RDPC. Mais si vous n'avez pas la qualité de président national du RDPC, vraiment, c'est pas la peine de nous distraire, et puis nous n'allons pas perdre le temps, parce que soit, peut-être, s'il avait convoqué son propre congrès, oui. Et où il devait s'autoproclamer président national du parti, et de là, poser sa candidature, ça pouvait même être encore un peu plus cohérent. Mais même si on organisait même à date un congrès, lui ne serait même pas dans la salle du congrès. Parce qu'en réalité, les délégués du congrès sont connus au sens de nos tests de base. Ce sont les présidents des bureaux des sections. Ce sont les membres titulaires du comité central, les membres du bureau politique, les membres du gouvernement et assimilés. Ça va faire 10 ans, le RDPC n'a pas tenu son congrès, plus de 10 ans on va le dire. Oui. Oui. Que dites-vous par rapport à cela? Peut-on encore parler de démocratie au sein du RDPC, étant donné que vous n'avez plus tenu de congrès pour faire le choix d'un candidat, et on se retrouve aujourd'hui avec la candidature du président Paul Biya et de M. Teller Onana? Ça veut dire lorsqu'on adhère dans une formation politique comme la nôtre, oui. On adhère en acceptant ces tests de base. Les tests de base de notre parti donnent le pouvoir au bureau politique de prolonger le mandat du comité central. Et c'est exactement ce qui a été fait. Donc à partir du moment où nos tests consacrent un pouvoir légitime et légal au comité, au bureau politique pour prolonger le mandat du comité central, ce qui voudrait dire également que tout le comité central est légitime à partir de ce moment-là. Ça, ce sont nos tests. On peut en discuter sur l'efficience, sur l'efficacité, sur la manière, tout comme par exemple lorsque nous avons organisé le renouvellement de nos organes de base, c'était de l'inédit, c'est effectivement de la démocratie, c'est en interne, mais d'autres partis n'organisent pas le renouvellement des organes de base de la sorte. Donc, chaque parti a sa spécificité. La preuve en est que les dirigeants de nos différents partis n'ont pas les mêmes titres d'appellation. Au RDPC, on appelle président national, dans d'autres partis, on les appelle coordonnateur national, dans d'autres partis, on appelle premier secrétaire, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que les tests des partis diffèrent. Les nôtres sont ainsi, et nous, au Rassemblement démocratique peuple camerounais, nous n'avons pas un souci à nous dire que est-ce que le président national est-il à même de pouvoir reconduire les règnes de notre parti. Effectivement, nous sommes convaincus qu'il est un atout exceptionnel et favorable pour la victoire. Et lorsque nous allons en élection, nous n'allons pas en élection pour faire de la figuration. Nous allons en une élection pour pouvoir gagner cette élection. Et pour gagner cette élection, en présentant un projet de société dont nous sommes capables de pouvoir défendre et de démontrer au peuple camerounais, aux électeurs, qu'ils doivent nous faire confiance, nous renouveler cette confiance-là. Notre candidat est son Excellence M. Paul Biya. C'est au sens des tests de notre parti. Tout est conforme par rapport à nos tests de base. D'accord, merci Monsieur Jean-Claude Youth. Alors je me tourne vers vous, Madame Matomba. Vous êtes issue, on va le dire, d'un parti d'opposition qui est le PURS, un parti d'ailleurs structuré, on va le dire. Quand vous voyez ce passage de Maurice Kamto du MRC, Manidem, est-ce que vous y voyez une stratégie politique établie? Écoutez, Julie, je voudrais avant tout dire que je ne suis pas une communicante des partis cités dans la thématique du jour. Oui. Cependant, puisqu'il faut en parler, je pourrais quand même dire que
On peut arriver à ces extrémités à cause de ce que nous vivons socialement. La condition au Cameroun aujourd'hui est telle que les gens n'ont plus les yeux fixés sur, n'est-ce pas, la vision qu'ils se sont fixés dès la base lorsqu'ils entraient dans la conviction politique. Je peux regarder le Manidem qui, depuis belle lurette, a toujours été connu comme un parti socialiste républicain. Maintenant, se mettre avec quelqu'un qui n'est pas de cette même vision, est-ce une stratégie? Je ne saurais le dire parce que on parlait d'alliance. Est-ce que c'est une alliance même de fait? Parce que d'un autre côté, on parle celui qui est démissionnaire, son parti garde les rênes avec une autre responsabilité, un autre responsable en tête. Donc je pense que c'est, je ne saurais pas parler de stratégie, mais je dirais la circonstance, les conditions que vivent les Camerounais peuvent amener les gens à se mettre, même lorsqu'ils sont idéologiquement opposés. Cependant, le bus reste dans sa ligne éditoriale, et voilà pourquoi le 10 juillet, nous avons connu déjà le regroupement. Il y a 3 partis politiques qui se sont alliés à notre vision. Ce sont des partis qui rentrent dans notre vision politique, parce que on a trouvé de l'autre côté le président du parti contre la dépénalisation de l'homosexualité, qui est un des points fondamentaux de la lutte que mène notre premier secrétaire dans le projet politique que nous lui avons confié. Et on a à côté le président du parti écologique qui entre également dans la ligne éditoriale de notre proposition et projet politique, et on a le Parti démocratique pour le développement du Cameroun. C'est pourquoi on se bat. Lorsqu'on deviendra alors un parti souverain, on pourra parler à proprement dit de la démocratie et de développement du Cameroun. Voilà, merci Madame Matomba. On va prendre l'avis de Monsieur Hamzat. Monsieur Hamzat, êtes-vous en ligne avec nous? Oui, je vous reçois parfaitement. Monsieur Hamzat, certainement vous avez observé les dynamiques et politiques africaines. Le cas Kiamto Manidem, selon vous, est-ce un symptôme typique des faiblesses des partis d'opposition sur le continent, ou au contraire une preuve d'adaptabilité stratégique? Bonsoir mes copanélistes, bonsoir tout le monde. Je voudrais faire observer déjà que il est question je constate au fait qu'il est question d'un maniement, mais pas réel des tests, un maniement juridique qui devait faire l'objet, n'est-ce pas, de l'apanage de ceux qui reçoivent les candidatures, en tout cas la commission qui reçoit les candidatures au Cameroun. D'autre part, je ne comprends pas vraiment les raisons de ce yo-yo joué par le professeur Maurice Kamto en quittant le RND, son parti, n'est-ce pas, pour le Manidem. Ensuite, je constate aussi qu'il y a un rejet quelque part du côté du Manidem de ce personnage qui, ma foi, était le personnage énigmatique de son parti politique. Pour retourner un peu à ces dernières sorties, j'ai constaté qu'il parlait de panafricanisme. Est-ce pour cette raison qu'il décide d'adhérer à un parti républicain, un parti socialiste et républicain? Je me pose la question. Parce qu'aujourd'hui, tout est bon à prendre quand il s'agit de parler du panafricanisme. Mais en réalité, voilà le même personnage qui ne cesse de se faire adouber, n'est-ce pas, par les autorités occidentales. Il est de mon devoir ici de rappeler en tant que panafricaniste que cette manière de faire, n'est-ce pas, de nos leaders politiques, n'est-ce pas, ne relève plus de notre époque. Nous sommes à une époque où la jeunesse aspire, n'est-ce pas, à un changement qui est qualitatif du point de vue de l'idéologie,
et qui donne d'ailleurs une certaine précision dans le cadre de la formation des élites, n'est-ce pas? Il va falloir que nos leaders politiques soient cohérents dans leur manière idéologique, n'est-ce pas, de prendre la parole et de poser des actes. Et nous constatons au regard de cette dernière sortie, et même vu le rassemblement qu'il a fait à la place de la République en France, sous la bannière d'un autre parti, le RMC, son parti, il est quand même déplorable de constater que un monsieur dont le passé nous prouve à suffisance qu'il a été le douanier d'une faculté s'entremêle des pieds sur le plan politique. C'est dommage de constater que nos leaders ne se réveillent pas, n'est-ce pas? Ceux-là même qui prennent à tout vent le concept démocratique, n'est-ce pas? Et qui le piétinent à tout va. Maintenant, il est d'une chose, comme je l'ai dit hier avec des amis, il est d'une chose de vouloir être candidat, mais il en est d'une autre d'en assumer les responsabilités. Est-ce qu'au plan juridique, sa candidature sera acceptée par la commission en tant que président du Manidem, ou est-ce qu'il doit retourner à son ancienne dirais-je, formation politique? La question reste posée. Et d'autre part, au plan national, il faut bien compter avec tous les partisans, ceux-là d'ailleurs qui sont des tiriféraires de son parti précédent et qui ont compté à ce que il se présente, n'est-ce pas, sous la bannière de ce parti-là. Donc, vous voyez, il y a un flou emblématoire qui ne dit pas son nom. Il y a une manière de procéder qui n'est pas politiquement correcte. Et je crains que cela lui soit défavorable au cas où d'autres voix au sein du Manidem, par exemple, se réveillent et décident d'en découdre. Voilà, est-ce que merci beaucoup monsieur Hamza. Alors je me tourne vers vous, monsieur Jean-Claude Youth. Alors peut-on dire que la scène politique actuelle camerounaise est marquée par une instrumentalisation du droit à des fins de règlement politique? Je pense qu'il y a beaucoup plus de mauvaise foi parce que les uns les autres savent. Parce que rappelez-vous, hein, en 2020 déjà, oui, le professeur Maurice Kamto, oui, dans son allocution, à l'occasion de son point de presse qu'il avait accordé, il disait déjà que cette décision est grave et fera en sorte que le MRC ne pourra pas investir un candidat à l'élection présidentielle. Oui. Nous étions en 2020. Donc ce qui voudrait dire que nous amener dans les différents débats pour pouvoir chercher à démontrer que les droits et la démocratie ne sont pas respectés et ainsi de suite, je ne vois que l'idée de l'instrumentalisation, oui, ou bien une vision de l'insurrection, parce que ces textes-là sont les mêmes. Et ce qui est formidable, et c'est là où c'est lamentable même pour ceux qui voudraient se lancer en politique, c'est cette inconstance. Ce manque de sens directionnel véritable. On a l'impression que on voudrait juste exister politiquement. C'est-à-dire on change à tout vent. Oui. Je vous prends un exemple. Est-ce que les éléments du boycott qui ont justifié le boycott en 2020, oui, ont-ils trouvé solution à date? Ils parlaient du changement du code électoral et ainsi de suite. Ils parlaient des régions du nord-ouest et du sud-ouest et ainsi de suite. Quelles sont les conclusions qu'ils tirent sur ce point-là? Ou c'était si grave en 2020 qu'en 2025, en 2020, il a décidé de boycotter, oui, au point où son parti est en train de devenir un parti qui doit emprunter un taxi comme sans publicité Yango aujourd'hui. Et 5 ans plus tard, ils en sont convaincus qu'il fallait et qu'ils doivent exister à tout prix dans une élection. Quitte à ce que, même idéologiquement, ils doivent oublier tout ce qu'ils avaient, parce qu'en réalité, le Manidem, sauf si nous ne comprenons pas exactement, mais je pense que les jours à venir vont nous permettre de bien comprendre. Oui. Parce qu'en réalité, je sais qu'un candidat, c'est un projet de société. Alors, est-ce que
le candidat porté par le Manidem, qui a les velléités effectivement, tel que le consultant l'a dit, panafricaniste, UP6 qu'ils appellent d'origine, et ainsi de suite, donc avec des velléités nationalistes et tout. Ce que nous avons vu en France, avec la basse, c'est pas vraiment ce que le Manidem est capable de pouvoir porter idéologiquement. Alors, est-ce que le Manidem va porter un projet de société qui est tout à fait aux extrêmes de la vision politique depuis sa création en 1990 et tout? Je pense que même les véritables militants du Manidem vont s'offusquer, parce que le temps changera, le projet de société n'est pas ce que ce parti, sauf si, c'est pour cela que nous disons qu'on doit interroger les éléments de l'accord. Nous ne connaissons pas ces éléments de l'accord. Est-ce que le Manidem a imposé un projet de société maintenant en disant que celui qui voudrait être un candidat investi par ce parti doit être porteur de ces idées, qui sont des idées beaucoup plus proches du socialisme, et ainsi de suite. Et du socialisme, du panafricanisme, de la lutte contre le néocolonialisme, et j'en passe. Ce sont pas ces valeurs-là que le professeur Maurice Kamto a véhiculé depuis 2012-2013. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y a un problème de cohésion, mais chaque chose a son temps. Il y aura le temps de la campagne. Arrivons d'abord aux conclusions du Conseil constitutionnel, parce qu'en réalité, lorsqu'on vous dit qu'on a démissionné et que le gouverneur n'a pas acté ou bien n'a pas été saisi pour pouvoir informer le MINAT, on ne sait pas si la démission doit être acceptée sur la base d'une déclaration sur l'honneur ou bien ainsi de suite. Mais je pense que l'ECAM et le Conseil constitutionnel ont des juristes aguerris. Ils sauront nous dire. Maintenant, on lui souhaite, quels sont les enjeux juridiques soulevés par cette transition de Maurice Kamto, du MRC au Manidem, selon vous? Les enjeux juridiques, je ne sais pas dans quel sens. Au regard de la loi de 1990 sur les partis politiques. Oui, je pense que en déclarant sa candidature sous la bannière du Manidem, il n'avait pas vu cet élément-là, parce qu'en fait, on voit quand même que ils sont en train de chercher à rafistoler, mais il y a beaucoup d'impréparation dans cette affaire-là, parce que je pense naturellement qu'avant de déclarer la candidature sous la bannière d'une autre formation, on déclare d'abord sa démission, ensuite on démontre qu'on a rallié une autre formation politique, ensuite on démontre qu'il y a un projet de société qui corrobore, ou bien vous voyez par exemple Madame Albertine Matomba, vous parlez des partis qui ont rallié leur formation politique, c'était sur la base d'une certaine approche idéologique, ou bien des projets de société qui sont tout au moins convergentes, et non des éléments qui sont divergents. Ensuite, dès que vous le faites, vous préparez vos différents militants à savoir que désormais MS6 et Manidem, c'est main dans la main. Et ensuite, maintenant, vous déposez cette candidature, et autre chose, le Manidem aussi de son côté, à travers un congrès, peut par exemple démontrer que pouvoir a été donné au président national de leur parti, et qui en a qualité à pouvoir choisir, ou bien c'est le congrès qui adopte. Tous ces éléments-là sont des pistes qui nécessitaient des clarifications. Et de là, on devait voir très bien que voici une alliance qui est bel et bien en train de se forger, et qui sera portée à travers un projet de société solide, par une ambition véritable de conquête du pouvoir. Mais ici, nous n'avons pas reçu tous ces éléments. C'est pas un secret de polichinelle. Nous tous, nous avons constaté tout simplement à travers la fuite dans les réseaux sociaux. Parce que nous n'aurait été même cette fuite dans les réseaux sociaux, il n'y aurait même pas eu cette conférence de presse convoquée à la hâte, en fait, pour pouvoir apporter un certain nombre de clarifications. Donc, vous voyez que ici, c'est juste une manœuvre politicienne
quitte à ce que tous les anciens lieutenants sont pris à dépourvu. Je ne sais pas ce que les Charles Ndikam nous diront encore sur les différents plateaux, ou bien seront-ils eux aussi maintenant des nouveaux militants du Manidem, ou bien ils leur diront tout simplement qu'ils suivent jusqu'à où ira leur mentor, partout où il ira, je ne sais pas. Mais c'est des embrouilles. Bon, de l'autre côté aussi, nous pouvons nous poser la question de savoir le professeur Abba Oyono, qui avait apporté son soutien à Maurice Kamto, au lendemain du meeting de Paris, lui qui avait été exclu de la plateforme de Douala, et puis maintenant on constate que c'est le professeur Maurice Kamto qui est bel et bien adoubé par ceux qui ont exclu. Nous avons suivi des éléments d'explication donnés par monsieur Ekani Anissé dans ce sens, en disant que le professeur Abba Oyono allait un peu plus vite que la musique, et que ils étaient encore en pleine pour parler, et que ce n'était pas encore la phase officielle pour pouvoir reprendre position, parce qu'il y avait encore plusieurs tentatives. Mais quoi qu'on en dise, voilà quand même quelqu'un qui a une vision, qui a compris que le groupe peut-être de Douala était en train d'aller dans le sens du professeur Maurice Kamto. Il a pris position, il a été exclu. Et aujourd'hui, le groupe de Douala est avec le professeur Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'on fait du professeur Abba Oyono? Quel est son avenir aujourd'hui? Et lui également, qui a fait autant de plateaux à nous expliquer l'inexplicable sur le mandat impératif nul. Nous qui sommes des nuls en droit, on savait très bien que effectivement, tant que vous n'avez pas été élu, à travers cette bannière, la bannière d'une formation politique, il vous sera difficile de pouvoir revendiquer cela. Sinon, il y a ton péril sur la marchandise et sur la destination. Voilà, parce que le peuple est mis sur la base d'abord de votre formation politique. Mais maintenant, si les politiciens peuvent s'asseoir dans les bureaux et décider que non, vous pouvez former un groupe parlementaire, nous vous prêtons 4 députés, à partir de ce moment-là, ce n'est plus le choix du peuple, ce n'est plus la souveraineté du peuple. Et rien que sur cette base-là, nous qui sommes des nuls en droit, nous pouvons quand même nous poser la question. On savait que vous n'êtes pas nul en droit, monsieur Jean-Claude. Oui, mais c'est-à-dire par rapport à ces grands agrégés, maman, par rapport à ces grands doyens et tout, je n'aime même pas le début du commencement pour porter leur sac, juridiquement parlant. Mais à la fin, rien du tout. Et quel est le spectacle qu'on donne aux jeunes qui voudraient faire cette science-là? Heureusement qu'il y a aussi le professeur Mathias Ronanguini qui sont restés lucides et qui disaient mordicus que ce mandat impératif n'existe pas dans leur sens-là. D'accord. On va passer la parole à Madame Matomba. Alors, au vu de tout ceci, quelle place accorder à la transparence dans les procédures de désignation, on va le dire, et de dépôt de candidature, alors que les documents clés comme la démission officielle, on va le dire, du professeur Maurice Kamto sont entourés de controverses. Selon vous, quelle analyse faites-vous de cela? Écoutez, Madame P, tout ce que nous savons de la démission du professeur Maurice Kamto et son investiture par le Manidem reste jusque-là les échanges et les indiscrétions dans les chaumières et les réseaux sociaux. Pour l'heure, il n'y a encore rien de concret. Nous ne voulons pas, comme je l'ai dit, être les commentateurs de l'actualité des autres formations politiques, mais nous suivons avec beaucoup d'intérêt. Et je veux ajouter quelque chose. Vous avez annoncé la candidature de votre de monsieur Serge Espoir Matomba dès demain à partir de 8h. Comment se passent déjà les préparatifs pour cela? Pas de préparatifs a priori, c'est que le dépôt de candidature de notre premier secrétaire relève d'une stratégie bien élaborée au sein du PURS. Il est vrai que depuis le premier jour, on a vu un peuple
qui réclamait la candidature, pourquoi il n'a pas déposé, pourquoi est-ce qu'il ne va pas déposer. J'ai même eu dire sur une sortie d'un certain média qu'il y avait des difficultés de rassembler la caution. Donc c'est chacun qui essaye de dire ce qu'il pense et selon son analyse personnelle. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'un parti politique, c'est une stratégie. Et nous avons une stratégie derrière, et le choix de déposer notre candidature le lundi relève bien d'une stratégie bien conforme. Donc les préparatifs, tout est fait prêt depuis bien avant la convocation du corps électoral, et nous sommes prêts à nous rendre demain dans les locaux de l'ECAM. En ce qui concerne l'aspect juridique et la crédibilité, nous l'avons toujours souligné, hein, nous sommes un parti de l'opposition certes, mais nous respectons jusque-là les institutions de notre pays parce que nous sommes un parti républicain, même si nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans le contexte politico-social du Cameroun. Nous commençons d'abord par faire confiance. Et je vous le disais tantôt, nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce qui se dit et ce qui se passe. Et nous voulons voir, autre que les indiscrétions des réseaux sociaux, et l'ECAM et le Conseil constitutionnel, au cas où le dossier arriverait là, nous revenir avec une documentation qui certifierait le respect de la loi dans le processus d'investiture des uns et des autres. Parce que nous sommes candidats, nous allons concourir à cette élection, les autres aussi. Il est de bon ton que nous soyons convaincus que les autres également ont respecté les conditions d'éligibilité. Et il y a les partis qui ont un bicéphalisme à la tête de leur formation politique. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas du parti au pouvoir. Je ne veux pas être une liseuse des textes des autres partis politiques. Nous avons un département qui s'en occupe, mais nous faisons confiance à l'ECAM, qu'ils vont dire et appliquer le droit. Nous faisons confiance au Conseil constitutionnel, qu'ils vont dire et appliquer le droit. Parce que ce que le peuple camerounais a besoin, c'est d'une élection transparente pour la première fois au Cameroun. Voilà. Merci Madame Matomba. Alors je reviens vers vous, Monsieur Jean-Claude Youth. On part du discours du ministre Paul Atangandi de cette semaine, hein, on va le dire, sur l'inéligibilité du MRC. Est-ce que selon vous, ça soulève des questions légitimes de légalité ou tout simplement ça relève d'une tentative de verrouillage politique? N'oubliez pas que le ministère de l'administration territoriale est la tutelle des associations et des partis politiques. Chaque parti politique qui a cours légal dépose d'abord ses tests et statuts au MINAT pour sa légalisation. Donc, il y a toute une direction juridique au sein du MINAT qui lit les tests de ces différentes formations politiques. Ça, c'est de un. Et de deux, maintenant, il y a la loi. N'oubliez pas que la loi est là et le ministère en charge de l'administration territoriale est à même de pouvoir diligenter un certain nombre, mais dans le cadre même de l'accompagnement du processus électoral. Il a tout simplement dit ce que tous les grands juristes qui avaient encore gardé un peu le sens de la droiture du droit disaient. Lorsque vous n'avez pas d'élu, vous ne pouvez pas investir un candidat à l'élection présidentielle au sens de la loi portant code électoral. Vous pouvez utiliser l'autre voie qui est celle des 300 signatures, candidatures indépendantes. Vous avez observé que la liste qui est enrichie progressivement du dépôt de l'ensemble des candidatures, j'ai observé au moins 2 candidatures indépendantes sur cette liste. Bon, maintenant, Élection Cameroun va apprécier tous ces dossiers et toutes ces signatures. Donc, ce qui veut dire que le processus électoral est en train d'être respecté au sens où nous aurions probablement
des candidats investis par leur parti politique et des candidats indépendants. 18 partis étaient répertoriés sur l'ensemble du territoire qui avaient des élus. Et on savait très bien que pour seules ces formations politiques-là pouvaient investir en candidat à l'élection présidentielle. Le MRC le savait et déjà, je vous renvoie au propos du professeur Maurice Kamto en 2020. Oui. Il le savait déjà. Donc, c'est pas un secret de polichinelle. Lorsque le MINAT rappelle, et parce que nous nous posons la question de savoir, est-ce que les uns et les autres ont réellement besoin de participer au processus électoral ou bien de tout simplement de démontrer que la démocratie n'est pas respectée, ou on a écarté un candidat majeur, dit-il, parce que nous aussi nous avons même besoin de mesurer le poids politique de ce candidat. On a besoin même de savoir... Vous avez aussi un autre candidat au sein du RDPC, hein, dont nous n'avons pas notre candidat au sein du RDPC, voici un militant, et nous connaissons les militants du Rassemblement démocratique peuple camerounais. Ils peuvent vous dire que ça ne se parle même pas. Ce n'est même pas un débat, parce que je vous dis que... Mais Teller Onana fait partie du RDPC. Mais il fait partie du RDPC. Au sens du RDPC, on a la notion du candidat naturel, parce qu'on occupe la fonction de président national. Vous l'avez déjà dit. À quel moment, pour qu'on puisse avoir ce débat, nous devrions nous poser la question à quel moment le camarade Teller Onana a été président national du parti. C'est-à-dire, s'il avait même été président national du parti, même une minute, on serait en train de dire, ok, nous avons au moins 2 présidents nationaux. Mais tant que vous n'avez pas la fonction de président national du Rassemblement démocratique peuple camerounais, et lui-même sait que même membre suppléant du comité central n'a même jamais été, je ne sais pas par quelle alchimie on peut imaginer sa candidature. Mais cette candidature de Teller Onana ne relève-t-il pas d'un malaise au sein du RDPC? Parce qu'on se pose la question de savoir comment est-ce que le RDPC en arrive à 2 candidatures. Et vous le dites tout à l'heure que M. Teller Onana, vous ne le reconnaissez pas comme candidat du RDPC pour ces présidentielles. Comment expliquez-vous cela? Mais il n'y a rien à expliquer. Lorsque vous êtes dans une formation politique et que vous avez un malaise, vous démissionnez. Voilà le professeur Maurice Kamto qui était dans un malaise au sein du MRC. Il a une ambition d'être candidat, il constate que cette formation politique ne peut pas l'investir. Il a démissionné. Aujourd'hui, il est démissionnaire du MRC. Et militant assumé du Manidem. C'est aussi simple. Dès que vous avez un souci dans ce sens, et que les tests de base de ce parti ne correspondent plus à votre approche, à votre idéologie, ou bien à vos ambitions, ou à votre engagement, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Mais si vous voulez qu'il y ait changement de ces tests, vous allez œuvrer au sens toujours de ces tests, à leur changement, ou bien à leur amendement, ou à leur modification. Et pour pouvoir donc le faire, vous devriez donc apporter un certain nombre, poser un certain nombre d'éléments, d'actes politiques dans ce sens-là. Je vous donne un exemple. Nous avons 377 sections, 360 sur l'ensemble du pays et 17 sections à l'étranger. Si vous rassemblez 300 présidents des sections et qui portent votre cause, à partir de ce moment-là, je vous assure que c'est comme si vous êtes en train de demander une pétition pour un référendum. Voilà, version politique. Ou bien vous dites, comme ceux-ci n'ont pas organisé le congrès, moi je le convoque. Par exemple, nous avons connu des formations politiques qui ont connu l'organisation et la tenue de 2 congrès. Et avec des secrétaires ou bien les dirigeants de ces formations politiques déclarés. Vous vous souvenez? Donc, ce qui voudrait dire que ça, c'est des démarches politiques de contestation. Mais si vous ne posez pas ces actes-là, et vous savez très bien que pour être candidat au sens des tests de ce parti, vous devez d'abord avoir la qualité de président national et ensuite maintenant être investi candidat. Donc si vous n'avez pas réuni ces conditions, honnêtement, nous militants du Rassemblement démocratique peuple camerounais, vous nous perdez du temps. On ne peut même pas rester à s'appesantir sur ce cas. Et je vous dis encore que si on convoque même le congrès, il n'est même pas dans la salle.
Parce qu'il pourrait être dans la salle, il fallait déjà, à travers le renouvellement des organes de base qu'on a connu en 2023, il fallait déjà qu'il puisse conquérir une section. Et on est même candidat encore à la section, comme président de section, si on a occupé les fonctions soit de membre du bureau de la section sortant, ou bien à un moment donné, soit on a occupé la fonction soit de secrétaire, soit de vice-président, soit de président, ou secrétaire, vice-président, président ou trésorier d'une sous-section. À quel niveau? Je vous rappelle qu'il a adhéré au Rassemblement démocratique peuple camerounais en 2019. C'était même déjà de l'inédit, il a été investi en 2020. Il n'a fait aucune classe politique. Donc, en fait, même, c'est une méconnaissance réelle de l'organisation, du fonctionnement de ce parti. D'accord, merci Monsieur Jean-Claude Youth. On va prendre une légère transition pour entrer dans la deuxième partie de ce programme. De retour sur ce plateau, vous suivez l'émission L'Info c'est clair, diffusée tous les dimanches 18h30 sur DBS Télévision. Nous sommes dans la deuxième partie de ce programme. Nous prenons notre deuxième thématique qui nous amène du côté des États-Unis pour parler bien évidemment de la taxe qui a été imposée sur les transferts d'argent envoyés depuis l'Afrique, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les pays étrangers du côté des États-Unis se sont vus augmenter une taxe pour les transferts d'argent en Afrique. Alors, est-ce une décision qui pourrait, on va le dire, bouleverser l'un des piliers silencieux de nombreuses économies africaines? Nous en parlons sur ce plateau. Alors, je me tourne vers vous, Madame Matomba. Au PURS, vous parlez souvent d'autonomisation économique, si je ne me trompe pas, bien évidemment, et de souveraineté africaine. Alors, cette taxe américaine, selon vous, sur les transferts, ne met-elle pas justement en lumière notre trop forte dépendance aux diasporas? Est-ce que ce ne serait pas un signal pour nous de repenser à nos modèles économiques? Vous l'avez dit, notre forte dépendance vis-à-vis de l'étranger, et je pense que le moment est arrivé. Il y a beaucoup de critiques qui vont à l'endroit de ce projet de loi venant des États-Unis, même s'il est remarqué que la diaspora envoie en Afrique, selon Business and Finance Times, environ 100 millions de dollars par an aux pays africains. Il faut quand même dire que c'est un geste assez fort que fait le président Trump, qui, ma foi, veut amener les démocraties africaines à être autonomes. Parce que comment comprendre que les citoyens africains qui vivent sur le sol américain vont devoir être taxés 2 fois? Quand vous recevez vos salaires, vous connaissez un prélèvement des impôts, et ce qui vous reste pour vivre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez le renvoyer dans un pays africain, il faudra connaître à nouveau une taxe supplémentaire. Ceci a des volets et des facettes différentes, parce que on va voir d'un autre côté un mal-être qui va s'installer dans les pays africains, parce que ce n'est pas seulement le fait de transfert, mais la diaspora africaine contribue mieux que l'aide internationale que reçoivent certains pays pour le bien-être des populations. Cela va influer sur les ménages qui reçoivent de l'argent. Il faut savoir pourquoi on reçoit de l'argent. Et comme ça, on saura que le problème est vraiment africain. Nous recevons de la diaspora de l'argent pour payer l'éducation, de l'argent pour nourrir les familles, de l'argent pour payer les frais de santé. Des questions basiques pour lesquelles les politiques africaines peuvent trouver solution. Voilà pourquoi dans notre projet de société que porte notre candidat Serge Espoir Matomba, il est question de devenir souverain. Qu'il y ait des assurances par la volonté politique que va mettre en place le gouvernement, et ceci permettra
aux citoyens d'avoir une assurance qui peut se soigner contre une participation préalable. Cela permettra de respecter l'autre pan de notre projet de société qui dit que l'éducation est un droit. Combien de Camerounais ne vont pas à l'école parce que la diaspora n'a pas pu envoyer de l'argent? Encore faut-il avoir un membre de sa famille dans la diaspora. Lorsqu'on n'en a pas, c'est la rue assurée, c'est devenir ce qu'on appelle, entre guillemets, les communément dans nos quartiers, les brigands et les agresseurs. Mais je vais vous dire une chose, c'est un signal qui va faire mal à l'Afrique, mais pour lequel le PURS a déjà posé les jalons. Oui. Pour nous, nous pensons que c'est une volonté politique. Des pays africains doivent cesser de gouverner avec voyoutisme. Ils doivent revenir à la responsabilité parce que les peuples leur ont donné des mandats pour que ceux-ci veillent à leur bien-être. Et qu'est-ce qu'on voit? Au Cameroun, je vais vous dire que c'est encore pire. Quand vous allez dans l'arrière-pays et que vous trouvez une famille qui n'a pas d'un membre de leur famille à la diaspora, c'est tout autre chose. Donc je pense que cela fait mal, ça fait parler. Il faudrait que nous soyons responsables. Les États-Unis sont libres d'imposer sur leur territoire les taxes qu'ils veulent. C'est aux États africains de répliquer par une réciprocité. Si nous pensons que nous valons quelque chose, l'Union africaine doit se lever et opposer une réciprocité aux États-Unis par les financements. Les histoires que nous avons au Cameroun, MoneyGram et j'en passe, c'est bien évidemment les institutions financières qui peuvent aussi toucher les États-Unis. Donc on doit opposer des taxes pour répondre à une réciprocité de taxation. Mais est-ce que cela va résoudre le problème? Le problème est plus fondamental. À quoi servent les transferts que nous recevons? Les États africains doivent garder leurs citoyens, ne plus les laisser aller à l'aventure. Mieux encore, les têtes qui meurent dans les pirogues de fortune, en fuyant la misère, et qui peuvent développer des véritables projets économiques dans leur pays. Voilà ce que le PURS propose, donc d'être un État responsable. Et au Cameroun aujourd'hui, nous sommes en quête de ce type d'État qui sera, ma foi, possible à partir d'octobre 2025, lorsque le président Serge Espoir Matomba prendra, n'est-ce pas, le magistère du Cameroun. Voilà, merci Madame Albertine Matomba. Nous allons prendre l'avis de Monsieur Souleymane Hamzat depuis le Bénin. Monsieur Souleymane, vous suivez les questions de développement et de migration. Certains parlent d'une politique punitive à visée migratoire de l'administration américaine. Alors, au-delà de l'impact économique, quelles conséquences géopolitiques pour les relations Afrique-USA? Est-ce on va dire, une nouvelle forme de pression politique déguisée selon vous? Mais au-delà de la pression politique, mais il faut se mettre en tête que le dictat continue. Le dictat que nous refusons, en tout cas pour nous autres qui sommes des panafricanistes, ce dictat-là qui est d'ordre politique, économique surtout, parce que quand vous prenez toute la panoplie, n'est-ce pas, de programmes qui sont imposés, n'est-ce pas, dans le cadre du financement du développement en Afrique, je ne vous parle pas des fonds vautours, je ne vous parle pas des programmes d'ajustement structurel et autres. On se rend compte que on n'est pas encore sorti, on ne sort pas encore d'affaires. Et pour cela, il va falloir, comme l'a dit Madame, rappeler la classe dirigeante et en particulier nos responsables politiques, n'est-ce pas, au réveil, n'est-ce pas, financier et économique du continent, à savoir refuter les monnaies qui ne servent à rien du tout, créer notre propre monnaie, ça peut s'appeler l'école africain ou je ne sais quelle autre appellation il faut lui donner, et d'autre part, nous imposer à travers cette monnaie-là des institutions comme une banque centrale et d'autres banques de financement. Nous étions là quand nous avons vu les BRICS se former, ils ont pu avoir une banque. Et nous parlons de regroupement financier depuis je ne sais quel 1960.
en ce qui concerne l'Afrique. Mais nous y sommes jusqu'à ce jour. C'est les mêmes rhétoriques. On prend les mêmes, on recommence, on échoue, on continue et puis on s'enfonce davantage. Ça n'avance pas. Et pour revenir, n'est-ce pas, cette manière-là de gérer le financement de la diaspora, je vous donnerai très volontiers l'exemple d'un village qui se trouve à la frontière mauritanienne, un village malien nommé Kirina, n'est-ce pas, dont environ de 30 000 personnes, dont au moins 400 personnes veillent au développement qui vivent en France. J'ai lu un rapport dans le sens où c'est que les fonds affrétés à ce village permettent de construire des hôpitaux, essaie de financer la construction des écoles, etc., au détriment de ce que doit donner normalement l'État, ce qui est inadmissible. Si l'État est incapable, n'est-ce pas, au sens propre, au sens politique du terme, voire économique, d'assumer ses responsabilités et qu'il faille aller chercher la diaspora pour le faire, c'est vraiment dommageable pour nos dirigeants. Et enfin, j'aurais chuté par là pour vous dire, c'est un exploit de voir, n'est-ce pas, les pays de l'AES. Je veux vous parler de l'Alliance des États du Sahel, qui d'ailleurs vient de créer une banque d'investissement et qui va tout droit vers la création d'une monnaie pouvant, n'est-ce pas, dynamiser et autonomiser, n'est-ce pas, l'investissement. C'est vrai que la diaspora, dans le cadre de pouvoir régler des problèmes quotidiens, de paiement de l'école, des petits soins d'hôpitaux, etc., de l'argent qui est envoyé à la va-vite, c'est une érosion monétaire pour des pays comme les États-Unis d'Amérique, la France et d'autres pays. Mais il faut consentir le fait que, et nous entendre sur ce fait-là que cet argent qui est envoyé est quand même la propriété de celui qui l'envoie. Et je peux vous donner mon cas. Moi, j'étais en France. Et à un moment donné, j'ai été bloqué par une succursale dont je ne cite pas ici le nom, pour ne pas lui faire de publicité, parce que j'en envoyais trop. J'ai été bloqué des semaines, ce qui a dû mettre ma petite famille en difficulté. Alors, cette pression-là, qui vient, ou ce dictat qui vient des pays occidentaux, à savoir qu'on y va juste sur nos comptes, nous dit comment nous devons gérer nos sous ou nos moyens, cela relève d'un dictat inadmissible. Et enfin, observez avec moi que nous passons bientôt à la monnaie numérique. C'est-à-dire que là, vous n'êtes plus propriétaire de votre compte. Vous ne contrôlerez plus l'accès aux dépenses, à vos dépenses quotidiennes. C'est-à-dire que de loin, quelqu'un, sous prétexte que, bon, voilà, il a un petit pouvoir, peut annuler vos comptes. On y va. Raison pour laquelle, d'ailleurs, vous voyez les Occidentaux qui, de plus en plus, demandent, n'est-ce pas, à la rarification des billets. Donc, on va vers une numérisation, n'est-ce pas, de nos comptes. Alors, est-ce qu'il faut retourner, n'est-ce pas, au fond vautour, au fond noir? La question reste posée, mais à nos dirigeants de prendre leurs responsabilités, de savoir que nous avons besoin d'une monnaie, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'institutions pouvant gérer cette monnaie, dont une banque centrale, des banques d'investissement, et surtout avoir des cadres valables, des cadres mérites, dont la responsabilité, n'est-ce pas, relève de servir la nation et non de se servir soi-même. Merci Monsieur Hamzat. Alors j'avais une question encore à vous poser. Est-ce que cet impact économique aura une incidence sur les relations entre l'Afrique et les États-Unis géopolitiquement parlant? Oh, je pense, Madame Peu, je pense pas du tout. Le rapport est défaillant. Le rapport est totalement défaillant. Nous tendons la main aux États-Unis quand il s'agit d'aller vers des emprunts obligatoires. Bon, encore que ces derniers temps-ci, les Africains ont eu le génie de développer ce qu'on appelle les emprunts obligataires. On peut, entre nos pays ouest africains ou de la CEMAC, etc., trouver les voies et moyens par lesquels collecter un certain nombre de fonds affiliés à des projets de développement. Et je vous ai dit précédemment, est-ce que ces fonds-là sont gérés dans la droite ligne de ce qui avait été prévu? La question est posée.
cadre de la relation entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, il n'y a pas match. Je ne vois pas comment l'Afrique pourra imposer, n'est-ce pas, à l'heure actuelle, sans une banque centrale, sans une monnaie valable, je ne vois pas comment cette Afrique-là pourra imposer aux États-Unis, n'est-ce pas, le refus, n'est-ce pas, de cette loi-là qui vise à surtaxer, n'est-ce pas, les transferts vers l'Afrique. Politiquement parlant, je ne vois pas comment cela pourra se faire, et encore moins économiquement parlant, de peur de passer sous ce que nous connaissons aujourd'hui, les impositions venant surtout des États-Unis en ce qui concerne les surtaxes. Vous voyez que entre les États-Unis et de Russie, dans le cadre de la crise et de l'opération spéciale russe en Ukraine, vous voyez que le président Trump déjà s'offusque du fait que le président, n'est-ce pas, Vladimir Poutine ne consent pas aux accords de paix et lui donne d'ailleurs 50 jours pour aller jusqu'à 100% de taxes sur tout ce qui est transactions, tout ce qui est achats commerciaux, etc., etc. Alors, nous autres Africains, qui sommes-nous pour pouvoir tenir par rapport à une économie aussi gigantesque que celle des États-Unis? Je pense qu'il va falloir, et j'invite de facto, n'est-ce pas, les économistes de notre continent, ceux-là qui ont le savoir économique et financier, à réfléchir très rapidement aux voies et moyens par lesquels adhérer sans aucune concession, n'est-ce pas, à la création d'une monnaie et de toutes les institutions afférentes. Merci, Monsieur Souleymane Hamzat. Je me tourne vers vous, Monsieur Jean-Claude Youth. Alors que le Cameroun, on va le dire, est l'un des pays qui bénéficie le plus des transferts de sa diaspora, comment le gouvernement anticipe-t-il une mesure de ce type, selon vous? Il fallait que nous sachions, mais le chiffre qui a été avancé par Madame Albertine Matomba de 100 millions de dollars, je pense qu'il est minimisé. Il doit être dans l'ordre même de plusieurs milliards de dollars. Parce que le Cameroun a lui tout seul table sur près de 500 milliards de francs CFA. J'ai ciblé en 2023 par un journal que j'ai précisé. Je suis d'accord, mais déjà uniquement le Cameroun qui reconnaît que notre diaspora pèse dans nos échanges de près de 500 milliards de francs CFA. Ramener 100 millions de dollars à l'échelle de tout un continent, 54 États, vous allez voir que c'est très minime. C'est très minime. Mais ici, les uns les autres qui parlent, le consultant Souleymane, qui parle de la création de la monnaie. La création de la monnaie, c'est sur le plan effectivement d'une souveraineté monétaire, mais c'est lorsque vous avez un avantage comparatif pratiquement dans tout et que vous allez créer un marché intérieur qui est fort. Mais si vous n'avez pas un avantage comparatif dans bon nombre de produits qui nécessiteraient des importations et que vous seriez en situation d'importation, vous allez donc faire appel à des devises, et la devise principale dans le cas des échanges, c'est le dollar. Oui. Et à partir de ce moment, vous êtes coincé par rapport aux États-Unis qui réglementent le dollar. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Cette érosion des capitaux et à travers ces flux monétaires par le dollar, parce que l'économie américaine en souffre de par son déficit aujourd'hui. Et le président américain a besoin, lorsqu'il parle de America First, il a besoin de rapatrier l'essentiel, bien de contenir ou bien de garder l'essentiel des fonds qui doivent être investis au sein de l'économie américaine en ce moment. Par contre, à chaque fois où il y a donc des fuites de capitaux et tout, il espère que par cette taxation, il peut récupérer un peu de bouffée d'air pour avoir encore des points de croissance par rapport à son économie. On ne peut pas accuser un chef d'État des États-Unis à vouloir protéger son économie. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions avoir un marché local fort, pour que nous puissions être moins dépendants des transactions financières qui passent par le dollar, parce que aujourd'hui, effectivement, la guerre russo-ukrainienne fait en sorte que la Russie cherche à contourner le système SWIFT
Mais pour pouvoir le contourner, c'est pas du tout évident. Effectivement, les BRICS représentent le même pourcentage aujourd'hui à égale partie avec le PIB, dans le cadre du PIB mondial, avec les pays du G7. Mais ces pays membres du BRICS utilisent encore le dollar. Alors, la réciprocité aussi est possible. Et les mesures d'accompagnement sont aussi les suivantes. Nous, les pays africains peuvent baisser le niveau de la taxation de prélèvement dans le cadre de ces différentes transactions, ce qui fera en sorte que le panier de la ménagère ou bien les différents récipiendaires auront toujours pratiquement un montant, parce que ici, vous avez la taxe sortie et vous avez la taxe entrée. Alors, si vous avez donc la taxe sortie États-Unis et la taxe entrée dans le pays, ça fait double prélèvement, et ce qui va amoindrir le montant. Et maintenant, si vous êtes dans une monnaie qui est fluctuante et qui est faible par rapport au dollar, ou bien ce dollar qui est en train de se déprécier en ce moment par rapport à l'euro, vous constatez encore que vous avez une décote à ce niveau-là encore. Donc, ce qui voudrait dire que les mesures de protectionnisme ou bien pour préserver ces revenus-là doivent être mises sur pied dans ce sens-là. Vous avez, par exemple, les uns et les autres qui parlent de la réciprocité, mais les échanges entre l'Afrique et les États-Unis, c'est pas un marché important, hein? Ça ne pèse pas 10 milliards de dollars. Donc, vous allez donc constater que seul le chantage peut être sur les matières premières. Et malheureusement, ce n'est même pas les États-Unis qui sont la première destination de nos matières premières. Donc, à partir de ce moment, si vous décidez d'augmenter les taxes, mais ce n'est pas vous qui fixez même les prix des matières premières, à partir de ce moment, il va se poser un problème de compétitivité de vos propres matières premières, sauf si vous êtes dans une économie de transformation et que vous internalisez l'ensemble de la valeur ajoutée depuis la matière première jusqu'au produit fini sur le plan local. À partir de ce moment, votre économie est forte. Mais il faudrait maintenant avoir un avantage comparatif par rapport à la concurrence au pays, soit des dragons ou bien de l'Amérique latine et tout, qui peuvent nous concurrencer, voire l'Europe. Et dans ce cas, il faut avoir un marché de consommation intéressant. Effectivement, c'est là où l'élément de la monnaie locale est important. Pourquoi? Parce que avec le jeu du taux d'intérêt que vous pouvez avoir, ce qui nous n'avons pas ici pour une flexibilité monétaire, et vous vous souvenez par exemple que la période de la pandémie du Covid-19 a permis à ce que les économies occidentaux ont eu à manipuler le taux directeur de la monnaie, ce qui voudrait dire qu'ils ont permis à leurs économies de se refinancer beaucoup plus facilement. Mais comme nous, on ne produisait pas notre masse monétaire, nous étions juste en situation de la stabiliser pour ne pas même connaître une dépréciation ou bien dévaluation de cette valeur monétaire. Vous vous souvenez qu'on nous parlait ici des réserves en devises liées à nos comptes d'opération et tout, et on nous a même menacé d'une dévaluation. Nul n'aurait été le fait que l'économie, par exemple, camerounaise se portait très bien, était bien résiliente, et ça, c'était à mettre à l'actif du président de la République, qui a eu à protéger notre économie à travers la diversification de cette économie-là. N'en déplaise à certains, on a pu amortir le choc de cette pandémie. Et on a connu également d'autres effets extérieurs sur ce plan-là. Donc, les solutions sont les suivantes. Elles sont simples. Et il faudrait que nous voyons, est-ce que la baisse des taxes ou bien une économie d'échelle sur les différentes transactions en planifiant peut-être juste un forfait, mais également ça va aussi créer un manque à gagner. Et il faudrait maintenant que ces prélèvements-là soient compensés quelque part. Dommage que nous avons en interne, par exemple au Cameroun, 70% de la population des agents économiques qui sont dans l'informel. Alors, étant dans l'informel, ça voudrait dire qu'on n'a pas encore pu amener tous les concitoyens à pouvoir payer de manière optimale, à être des contribuables par rapport au fisc. Et c'est ça qui fait en sorte que si vous perdez de l'autre côté, ou bien vous réduisez, ou bien vous apportez des mesures d'assouplissement, vous allez encore continuer à taxer les autres 30%. Et ils sont déjà à bout de souffle,
Alors, si vous continuez encore à les presser, il y a un problème. Et alors, pour pouvoir compenser, vous allez encore vous endetter. Mais n'oublions pas que le Cameroun a fait le choix d'une économie de ne pas augmenter de manière abyssale la dette camerounaise. C'est pour cela que nous plafonnons à une ligne rouge là, la ligne rouge au sens des tests de la CEMAC, c'est 70% du PIB. Mais nous naviguons entre 42% et 45% du niveau d'endettement. Donc, ce qui veut dire que cette dette est soutenable. Mais si pour pouvoir donc financer ce déficit budgétaire, vous êtes obligé de recourir à un niveau d'endettement, le service de la dette va être lourd, vous allez constater qu'une bonne partie de votre budget sera pour le service de la dette et non pour les investissements. Donc, c'est un problème. Maintenant, ce que nous pouvons donc tout simplement encourager la diaspora, c'est de venir investir sur place. Un investissement, sur place, national, parce que ce qu'ils envoient, effectivement, concourt à améliorer les conditions de vie. La plupart de nos familles aujourd'hui ont au moins une diaspora. Mais est-ce que les conditions au Cameroun sont favorables pour les Camerounais de la diaspora concernant l'investissement? Il y a beaucoup qui se sont plaints des procédures et autres administratives qui ne leur facilitent pas vraiment la tâche quant aux investissements au pays. Je ne sais pas comment ils peuvent dire que les procédures, certains nous évoquaient qu'il fallait d'abord qu'on reconnaisse la double nationalité. Elle n'a rien du tout à voir, puisque nous voyons prolifération des étrangers qui investissent au Cameroun. Ils n'ont jamais sollicité la nationalité camerounaise pour venir investir. Donc, le problème... C'est normal qu'un Camerounais investisse en tant qu'étranger. Mais comment il est Camerounais lorsqu'il est étranger? Je ne comprends pas. Ou vous êtes Camerounais, ou vous êtes la nationalité étrangère. S'il a choisi la nationalité étrangère, il est étranger. C'est pas le Cameroun qui a renoncé à ses compatriotes. Il faut qu'on se comprenne très bien. Le Cameroun n'a jamais renoncé à ses compatriotes. Ce sont nos compatriotes qui nous disent que pour aller se battre, pour se chercher, ils ont contracté des nationalités. Mais il y a aussi des exemples de certains compatriotes qui sont allés à l'étranger, qui ont accepté de vivre avec la carte de séjour. Et qui s'en sortait très bien. Je vous prends l'exemple célèbre de Manu Dibango. Il a passé près de 60 ans en Occident. Il n'avait jamais pris le passeport Bordeaux. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'était pas multimillionnaire en euros. Bon, qu'on cesse de nous dire ceci. Et on est en train de nous dire qu'il faudrait que c'est nous qui devions adapter nos tests vis-à-vis de ceux qui renoncent à notre nationalité. Dans tous les pays du monde, il y a des règles pour pouvoir protéger tout au moins, savoir un niveau de protectionnisme. Je vous prends un exemple. Le multimilliardaire Morse ne peut pas être... Elon Musk. Elon Musk ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il devait être né aux États-Unis, il n'est pas né aux États-Unis. Il est né en Afrique du Sud. Il est né en Afrique du Sud. Bon, mais il est d'origine... il n'est pas d'origine américaine, mais il est de nationalité américaine. Mais il est de nationalité américaine, mais il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Mais cela n'empêche qu'il est l'homme le plus riche du monde. Et qu'il reçoit même des subventions de l'État américain. De l'ordre de 15 milliards de dollars par an. Si mes chiffres sont exacts, je pense que c'est cela. Donc, ce n'est pas un problème. La notion de la double nationalité se pose avec acuité lorsque vous voulez venir nous diriger. Et où, effectivement, Madame Albertine Matomba, mais je comprends, j'ai un peu une confusion quand même. J'ai l'impression que tous les militants du PUS s'appellent Matomba. Parce que j'entends le premier secrétaire Matomba, Madame Albertine Matomba. Tout le monde est Matomba là-bas, apparemment. Bon, mais ce qui est quand même intéressant, dans le cadre de la souveraineté d'un État, c'est que nous soyons dirigés par un compatriote qui est bel et bien du pays. Et non celui qui a renoncé. Ou bien celui qui vient d'ailleurs. C'est ça aussi, ce panafricanisme, cette souveraineté. On ne doit pas reprocher à un État de dire quand même que si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, c'est pas pour venir investir. Si vous voulez investir, vous n'avez même pas besoin de présenter votre nationalité à la création d'une entreprise, que ce soit au niveau du ministère du Commerce.
et pour être enregistré au registre du commerce et du crédit immobilier, vous n'avez pas besoin de présenter vos nationalités. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est l'objet? Vous avez choisi quel type de société? Vous êtes dans une SARL, une SA, société à commandite simple, société, ainsi de suite. Vous faites le choix et vous commencez à investir. Et il y a toute une incitation à l'investissement avec des politiques sur le plan de la loi des finances de chaque année qui exonèrent et ainsi de suite d'un certain nombre d'investissements pour les entreprises nouvellement créées. Donc il y a une incitation aux investissements. La Chambre de commerce est mobilisée et ne fait que faire les yeux doux à tous les investisseurs, qu'ils soient de la diaspora ou pas. Donc le problème de la nationalité n'est pas lié à l'investissement. La preuve, ce n'est même pas un problème. Ce n'est même pas un problème. Les étrangers investissent naturellement et sont même propriétaires des grandes entreprises au Cameroun. Si c'était un cas, on serait obligé de nationaliser toutes ces entreprises-là. Là, on serait en train de dire qu'il y a un problème de la nationalité. Bon, mais maintenant, donc nous appelons nos compatriotes à venir investir au pays, et puis ils peuvent se rassurer. Le problème qui se pose, c'est que nos compatriotes ont souvent été floués par leurs propres membres, souvent de la famille, qui les racontent souvent des histoires. Vous voyez un compatriote qui se démerde en Europe, il envoie peut-être pour la construction d'un immeuble, chaque fin du mois, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, son cousin, son frère, qui est peut-être le chef de chantier, qui lui envoie des photos de l'évolution du chantier, lui dit même que c'est en train d'avancer. Pour certains, il constate que le gars n'a pas investi. Pour certains, il constate qu'il y a détournement de l'objet. Pour certains, il constate que son cousin, son frère s'est même approprié l'investissement, a tiré l'investissement en son nom. Le jour où il revient en pensant qu'il est en train de préparer sa retraite, il constate que tout ce qu'il a envoyé pendant 10 ans n'a pas suivi d'effet. Ou bien il n'est même pas le propriétaire des lieux. Voilà comment plusieurs compatriotes ont été découragés, mais ce n'est pas l'État. Parce que ce n'est pas l'État qui les a orientés à choisir le cousin. Par contre, ils peuvent prendre des circuits d'investissement et des canaux d'accompagnement d'investissement qui sont mis à la disposition de ces compatriotes-là, comme nous faisons avec tous les investisseurs étrangers. La Chambre de commerce se porte souvent garant de l'accompagnement de tous ceux qui veulent investir. Le GICAM aujourd'hui en accompagne également. C'est des canaux. Et là, vous êtes sûr que vous êtes bel et bien en train. Mais qu'on cesse de faire dans l'amateurisme et à imaginer que parce que c'est son frère ou son cousin, il est à même de mieux défendre ses propres intérêts. Et ils ont été souvent tellement déçus au point où certains se sont même découragés à dire même qu'ils ne reviendront plus au pays. D'accord, merci Monsieur Jean-Claude Youth. Madame Matomba, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que Monsieur Jean-Claude Youth a développé? Bien sûr, Monsieur Jean-Claude Youth, je voulais juste lui dire que comme tous les membres de PUR s'appellent Matomba, on trouve au RDPC tous les Onana et tous les Ateba. Lorsque j'ai dit ça, je vais revenir. Je vais revenir sur la thématique. Et vous présentez ce bouquin qu'a produit le premier secrétaire du PURS, qui porte l'offre politique qu'il a pour le Cameroun. C'est un modèle économique innovant qu'on trouve dedans. Et dans ce modèle économique innovant, on a la possibilité de créer notre propre monnaie. Et lorsqu'on dit créer la propre monnaie, on ne se réveille pas un matin pour en créer. C'est pour dire à M. Youth que la procédure et la volonté gouvernementale relèvent de la volonté politique que nos dirigeants ont. Notre modèle économique innovant que nous proposons est basé sur un modèle agricole. Parce que nous avons chez nous la substance. Et c'est ce que nous devons valoriser et promouvoir la transformation locale. Lorsque nous allons commencer avec la transformation locale, cela va rendre notre économie forte. Parce que nous avons la matière agricole, nous avons la matière forestière, nous avons la matière halieutique et même la matière extractive. Tout ça, nous en avons. Si on décide
de relever le niveau économique de notre pays, nous n'allons plus dépendre tellement de la diaspora. Et pour nous, la diaspora joue un rôle fondamental. Il l'a dit d'une certaine manière. Mais il faut reconnaître que les textes, la constitution telle qu'elle est faite aujourd'hui, limite l'action de la diaspora dans nos pays. Ça, c'est, j'allais dire, les déclarations des chaumières, que de venir dire, même si c'est quelque part une réalité, que la diaspora ne fait pas d'investissement direct parce que un membre de la famille aurait soi-disant distrait le financement. Mais si cette diaspora pouvait investir directement, sans qu'il ne se pose les questions de nationalisation. Voilà pourquoi le pur pouvoir entend réécrire la Constitution pour que la nationalité camerounaise ne puisse jamais se perdre. Merci. À l'étranger, je vais chuter, à l'étranger, les gens peuvent bien avoir plusieurs nationalités et nous voulons reconstruire un nouveau Cameroun avec tous les fils et filles du Cameroun, qu'ils soient sur le sol camerounais ou qu'ils soient à l'étranger, parce que ayant traversé la Méditerranée pour rechercher la technicité et pourquoi pas le financement dont ils avaient besoin pour entreprendre. Puisque la politique locale aujourd'hui ne permet pas aux gens d'entreprendre, il n'y a pas les conditions gouvernementales qui accompagnent ceux qui veulent entreprendre. Nous allons poser donc ces jalons dès que nous allons prendre le pouvoir. Merci. Donc je vous conseille, monsieur, de vous en procurer. Merci. Non, le document que vous devez lire, c'est pour le libéralisme communautaire. Je vous le montre. Merci. Alors on va prendre l'avis de monsieur Souleymane Hamzat en 1 minute rapidement parce que nous sommes presque au terme de cette émission. Monsieur Hamzat, Souleymane, allô? Allô? Bon, en attendant d'avoir monsieur Hamzat Souleymane, on va prendre cette dernière question, ce dernier tour de table. Alors, selon vous, quelle politique pourrait être mise en œuvre pour les États africains afin de renforcer leur souveraineté financière, monsieur Jean-Claude Youth? Les uns et les autres évoquent beaucoup la souveraineté économique, parce qu'elle est globalisante par rapport à la souveraineté financière. Mais dans cette souveraineté économique, je vous dis que même si vous avez créé une monnaie locale et que vous avez une économie qui est extravertie, vous n'allez pas résoudre le problème. C'est-à-dire c'est-à-dire que vous serez dépendant de la demande extérieure. Vous serez dépendant du bon vouloir de ceux qui consomment vos propres produits. À partir de ce moment, vous subissez leur diktat. Je vous prends un exemple. Lorsque vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme la Côte d'Ivoire qui produit 2 millions de tonnes de fèves de cacao chaque année, si les Occidentaux décident de ne plus consommer le cacao ivoirien, par exemple, est-ce que les habitudes des Ivoiriens sont dans la consommation du chocolat? Est-ce que les habitudes des Ivoiriens sont dans la consommation du beurre de cacao? Est-ce que les habitudes des Ivoiriens sont dans la consommation de la poudre de cacao? Ces produits dérivés-là, est-ce que les Ivoiriens les consomment-ils? Est-ce que c'est leur nature? Est-ce que ce sont leurs habitudes? Je suis sûr que le Cameroun également, qui est classé 5e producteur mondial du cacao, est classé parmi les premiers producteurs mondiaux en termes de qualité du cacao, vous allez constater que nous aussi, nous ne sommes pas exonérés de cela. Avec une production de près de 300 000 tonnes, nous transformons à peine 50 000 tonnes. Donc, ajouté aux différents connexes des industries sur le plan artisanal, nous en sommes à près de 75 000 tonnes aujourd'hui. Pourtant, nous devrions en arriver à une transformation tout au moins de 50%, voire 100%. Un pays comme le Brésil, qui est au top 3, 4, non top 2 des plus grands producteurs
mondiaux du cacao, mais ils le transforment totalement pour leur marché, leur cacao. Donc à partir de ce moment-là, ils sont à même de vous imposer le prix de vente et ils sont sûrs que la chaîne de valeur, effectivement, il a parlé sur le plan d'une politique agraire, à partir du secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire, on en arrive là lorsque cette chaîne de valeur est avec un marché local de consommation fort. Et il faudrait avoir un avantage comparatif de production sur ce plan-là. Il ne suffit pas tout simplement de dire, par exemple, que je vais transformer mon pétrole sur localement, mais il faudrait avoir des industries, il faudrait avoir une capacité de consommation de votre pétrole et ensuite maintenant faire face à l'impact environnemental et au changement climatique. Merci, Monsieur Jean-Claude Youth. On va prendre rapidement Souleymane Hamzat pour son avis sur la question en 1 minute simplement. Monsieur Souleymane Hamzat, selon vous, quelle politique pourrait être mise en œuvre par les États africains pour renforcer leur souveraineté financière? Déjà, pour renforcer la souveraineté financière, il faudra déjà renforcer la souveraineté politique, sans laquelle l'économie n'est rien du tout. Ensuite, trouver tous les paramètres, trouver et mettre en place tous les paramètres précités, c'est-à-dire avoir une banque centrale, une banque d'investissement, plusieurs banques d'investissement, et avoir des projets cohérents qui puissent servir le développement de la nation. Et ensuite, éduquer les masses, n'est-ce pas,